En ce moment même, quand on pense à la construction de la prochaine génération d'intelligence artificielle, on s'imagine que c'est juste des lignes de code. Ouais, un logiciel magique qui flotte dans le cloud, quoi. C'est ça. Sauf que cette illusion est en train de s'écraser violemment contre un mur physique bien réel. En fait, la véritable guerre de l'IA, elle se joue aujourd'hui autour de quelques matériaux. Du silicium, du verre Ouais. et... Et des machines d'imprimerie microscopique qui coûtent genre 400 millions de dollars pièce. Exactement. Je suis vraiment ravie qu'on aborde ça aujourd'hui parce que c'est une plongée au cœur de la réalité matérielle de la tech. La capacité physique dicte désormais le rythme de l'innovation logicielle. Ah, mais complètement. Peu importe si ton algorithme est brillant, hein, le cerveau de l'IA a besoin d'un corps physique pour exister. Et le souci actuel, c'est que la chaîne d'approvisionnement mondiale qui fabrique ce corps est en rupture de stock quasi totale. Et c'est la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va cartographier cette guerre des composants qui se déroule dans le plus grand secret, dans les salles blanches des usines de semi-conducteurs. Ouais, on va essayer de décrypter un peu les stratégies de survie des géants de la tech. Voilà. Et pour ça, on s'appuie sur une sacrée pile de données. On a épluché des rapports de TrendForce, les analyses techniques de Silicon Analysts et aussi les récents bilans financiers de boîtes comme Canon, Kioxia et TSMC. Sans oublier les dernières annonces de l'industrie, ouais. Parce qu'il faut vraiment voir la situation actuelle comme une convergence de crise, en fait. C'est pas juste un retard de livraison saisonnière? Non, pas du tout. L'industrie subit une réorganisation forcée et très brutale de toute l'économie matérielle. Du coup, pour bien piger l'origine de ce blocage, commençons par la ressource dont l'IA est la plus affamée. Et curieusement, c'est pas le processeur. Non, c'est la mémoire. Ouais. Les rapports utilisent carrément un terme assez apocalyptique pour le marché actuel. Ils appellent ça le ramageddon. Le Ramageddon, ouais, c'est un bon résumé de l'ambiance. On parle d'une pénurie structurelle qui a fait exploser les prix de la DRAM et de la NAND de genre 200 à 400%. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un énième effet rebond du Covid. Ah non, là c'est le résultat d'une réallocation massive de la production mondiale. Tout part vers un seul secteur, l'infrastructure de l'IA. Juste l'IA. Voilà. D'ailleurs, il y a un chiffre dans nos sources qui illustre bien cette voracité. Le projet Stargate, tu sais, le supercalculateur d'OpenAI. Ouais, le fameux projet à 100 milliards. Eh bien, ce projet devrait, à lui seul, engloutir environ 40% de la production mondiale de DRAM. 40%. C'est dingue. Pour un seul projet, ouais. Industriellement parlant, ça représente à peu près 900 000 tranches de silicium fondues et gravées chaque mois, juste pour ce besoin spécifique. C'est un chiffre qui donne le vertige, quoi. Et l'impact financier sur les fabricants est immédiat. Kioxia, par exemple, y voit leur prix de vente moyen, l'ASP, bondir de plus de 250%. C'est énorme. Et face à cette montagne de cash, leur réaction est super radicale. Ils arrêtent complètement de fabriquer leurs anciennes mémoires NAD 2D. Fini. Ils coupent les vivres à l'ancienne génération pour rediriger 100% de leurs équipements vers la nouvelle architecture, le BGSS. En fait, ça illustre parfaitement la nouvelle discipline de l'offre. Les fabricants ont capté qu'ils n'ont plus du tout besoin d'inonder le marché avec des plus bons marchés. Ouais, ils se focalisent sur le haut de gamme. C'est ça. En se concentrant sur la pointe, ce sont eux qui dictent les règles. Et pour sécuriser ces revenus de dingue sur le long terme, parce que c'est un marché historiquement cyclique, ces boîtes verrouillent actuellement ce qu'on appelle des LTA. Des accords à long terme. Exactement. Comme ça, ils garantissent leur marge colossale jusqu'en 2027 ou 2028. En fait, si on fait une analogie avec l'immobilier, c'est comme si une seule multinationale, disons l'industrie de l'IA, achetait absolument tous les terrains constructibles d'un pays pour y faire des gratte-ciel géants. C'est une super image. Du coup, les constructeurs de maisons individuelles, ils n'ont plus accès à un seul mètre carré. Et ces maisons individuelles, dans la vraie vie, c'est nos appareils du quotidien. Ouais, l'électronique grand public. Voilà. Les sources mentionnent des victimes super concrètes, genre la deuxième version de la Steam Machine de Valve. La sortie a été repoussée simplement parce que les puces mémoire sont devenues hors de prix, voire introuvables. L'IA pousse littéralement le grand public vers la sortie. Ouais, c'est très juste. Mais le problème va encore plus loin qu'une simple question d'espace disponible. La nature même des fondations a changé, en fait. Comment ça? La mémoire dont l'IA a besoin, la fameuse HBM pour High Bandwidth Memory, elle cannibalise physiquement la production de la mémoire DDR5 classique. Attends, cannibalise physiquement. Genre, fabriquer l'une détruit l'autre.
En termes de capacité de production dans les usines, ouais, totalement. Parce que la HBM, c'est pas juste une puce toute plate, c'est une tour. C'est un empilement vertical de plusieurs puces mémoire. D'accord, un genre de millefeuille. C'est ça. Et elles sont reliées entre elles par des milliers d'ascenseurs microscopiques, qu'on appelle des TSV, pour Through Silicon Vias. Ça a l'air super compliqué à fabriquer. Hyper complexe. Ça demande beaucoup plus d'étapes de fabrication dans les salles blanches, et surtout ça prend une place énorme sur la tranche de silicium initiale. Donc en gros, pour chaque tour de mémoire HBM que tu produis pour un serveur IA, tu sacrifies la production de plusieurs puces DDR5 qui auraient pu aller dans des PC portables standards. Ah, je comprends mieux pourquoi c'est la panique chez les constructeurs. Samsung et SK hynix, ils se livrent une guerre totale pour dominer la prochaine norme, la HBM4. Ouais, une guerre sans merci. Les documents parlent carrément de lancement de production à risque. C'est un peu le terme industriel poli pour dire qu'ils lancent la fabrication de masse avant même d'avoir obtenu les certifications de qualité finale de leurs clients. Ils jouent à la roulette russe avec des milliards de dollars juste pour pas perdre leur place dans la file d'attente, quoi. C'est fou. Le temps est devenu la devise la plus précieuse. Un mois de retard sur la HBM4, ça peut signifier la perte d'un contrat majeur avec un géant du cloud. Mais le truc, c'est qu'accumuler toute la mémoire du monde, ça résout pas tout le problème. Même si OpenAI parvient à acheter 40% de la DRAM mondiale, ces puces, elles servent à rien si elles peuvent pas communiquer instantanément avec le processeur. Et voilà, on arrive face à un mur physique encore plus intimidant. Le maître absolu de la fabrication, TSMC. Les chiffres de Silicon Analyst sont dingues. Sur les 64 usines mondiales passées au crible, 20 sont sous pression extrême. Mais surtout, les 6 usines qui sont à une saturation absolue, genre réservée à 100%, elles appartiennent toutes à TSMC. Toutes. Et leur tout nouveau procédé de gravure en 2 nanomètres, il est déjà privatisé jusqu'en 2027. Majoritairement par Apple d'ailleurs. Et le coût d'accès à cette tech devient délirant. Le prix d'une seule tranche de silicium en 2 nanomètres dépasse les 30 000 $. C'est énorme. D'ailleurs, les rapports corrigent une rumeur. On parlait d'une flambée de 50%, mais c'est en fait une augmentation de 10 à 20% par rapport aux 3 nanomètres. Ça reste massif. Mais le plus fou, c'est que graver ces transistors, c'est même pas l'étape qui bloque l'industrie en ce moment. Eh non. Le vrai goulot d'étranglement, c'est le packaging. L'emballage de la puce. Exactement. Mais attends, le packaging, ça sonne vraiment comme la partie la plus basique. Instinctivement, on s'imagine que la puce est terminée, tu la mets dans une petite boîte en plastique pour la protéger, tu soudes 2-3 trucs et c'est bon, non? Ouais, l'image de la boîte, c'est le gros piège. Pourquoi ça demande des délais dingues, genre 52 à 78 semaines d'attente? Et pourquoi Nvidia monopolise 60 à 70% de cette capacité chez TSMC, la fameuse technologie CoWoS? En fait, le CoWoS, qui veut dire Chip on Wafer on Substrate, ça n'a absolument rien à voir avec un contenant. Faut plutôt voir ça comme un système nerveux artificiel. Un système nerveux? Ouais. Imagine la puce logique qui fait les calculs d'un côté et les tours de mémoire HBM dont viennent parler de l'autre. Pour que l'IA tourne, des quantités astronomiques de données doivent circuler entre les deux, à la vitesse de la lumière. D'accord. Si tu utilisais des fils de cuivre classiques sur un circuit imprimé normal, la résistance électrique créerait une chaleur de fou. Et surtout, la vitesse serait ridicule. Ce serait comme, je sais pas, obliger des millions de Formule 1 à rouler sur un chemin de terre, quoi. Ah oui, le processeur finirait par attendre ces données indéfiniment et les performances seraient nulles. Précisément. Le CoWoS résout ça en créant un interposé. C'est une fine couche de silicium placée directement en dessous des puces. Et cet interposé, il est gravé avec des milliers de connexions microscopiques. C'est une autoroute à 1000 voies, à l'échelle nanométrique. Donc ça fusionne la puce et la mémoire. C'est ça. Ça leur permet d'agir comme un seul organe. Mais c'est une prouesse d'ingénierie tellement hardcore que les usines ont un mal fou à maintenir des rendements élevés. D'où les délais d'attente de plus d'1 an. C'est vraiment le talon d'Achille de la révolution IA actuelle. Et vu que fabriquer physiquement ce pont de silicium est si compliqué et que ça coûte une fortune, les concepteurs de puces n'ont pas d'autre choix que d'innover sur le design. Ouais, c'est le tuyau de fabrication est bouché, faut optimiser ce qui passe dedans. Exactement. Et c'est là qu'éclate la guerre des architectures entre Nvidia et AMD. Commençons par Nvidia avec leur nouvelle puce GB200. Leur stratégie, en gros, c'est de fusionner purement et simplement le processeur central, le Gray CPU, avec la puce graphique, le GPU Blackwell. Et ça change absolument tout dans la gestion des données.
Parce que traditionnellement, le CPU et le GPU, c'est des composants séparés. Oui, ils sont chacun de leur côté. Et chaque fois qu'une donnée doit passer de l'un à l'autre, elle traverse une interface, le PCIe. Ce trajet, il crée une pénalité de temps énorme. Ça coûte genre 50 fois plus de temps que si la donnée restait sur place. Ah oui, quand même. Du coup, en liant les deux puces intimement, le GB200 crée une mémoire unifiée. Le pont n'existe plus. Ils habitent dans la même pièce, quoi. Résultat, sur les serveurs d'inférence, le système peut gérer jusqu'à 30 fois plus d'utilisateurs en simultané. 30 fois plus, c'est un saut générationnel massif. Mais AMD réplique hyper fort avec sa nouvelle puce, la MI 356X. Eux, ils jouent pas seulement sur l'architecture, mais sur la force brute de la mémoire. Ouais, ils y vont franco. La puce embarque 288 gigaoctets de mémoire, contre 192 pour le B200 de NVIDIA. Et dans le monde réel, cet avantage est crucial. D'après les sources, avec cette mémoire en plus, on peut faire tourner des modèles de langage immenses sur un cluster de seulement 3 GPU AMD. Là où il faudrait 5 GPU chez NVIDIA, ouais. C'est ça. Sauf que cet avantage matériel d'AMD, il serait inutile sans une avancée logicielle majeure en parallèle, non? Ah bah complètement. Pendant plus de 10 ans, NVIDIA a eu un monopole quasi impitoyable, grâce à CUDA, leur langage de programmation propriétaire. Tout le monde codait en CUDA. Et ouais, donc les développeurs étaient enfermés dans le matériel NVIDIA. Impossible d'en sortir. Mais la donne est en train de changer avec Triton. C'est un compilateur open source développé par OpenAI. Mais comment Triton fait pour briser ce monopole, en fait? En gros, il agit comme une couche d'abstraction universelle. Au lieu d'écrire un code ultra spécifique au matériel, le développeur écrit son modèle dans Triton. Et le compilateur traduit instantanément les instructions pour que ça tourne de façon optimale, que tu aies une puce NVIDIA ou AMD en dessous. C'est le grand égaliseur. Voilà, les barrières logicielles s'effondrent. C'est d'ailleurs pour ça que des géants comme Microsoft et Meta déploient déjà massivement du matériel AMD dans leur centre de données. Et ça soulève une question économique évidente. Sachant que le matériel AMD coûte genre 30 à 50% moins cher à l'achat et que le logiciel n'est plus un frein, est-ce qu'AMD n'est pas simplement en train de gagner la guerre des prix par chaos? Bah, c'est hyper tentant de le penser, mais la réalité d'un data center, elle est régie par le TCO, le coût total de possession. L'achat, l'électricité, la maintenance. Exactement. Et ce calcul, il dépend entièrement de ce que tu fais avec la puce. Pour la phase d'entraînement d'un modèle d'IA massif, là où tu as besoin de milliers de GPU qui tournent H24 pendant des mois sans la moindre erreur, l'écosystème NVIDIA reste imbattable. Leur fiabilité vaut le surcoût. Totalement. Donc NVIDIA garde sa couronne pour l'entraînement. Oui. Mais une fois que le modèle est entraîné, il passe en phase d'inférence. C'est-à-dire qu'il répond aux questions des utilisateurs au quotidien. Comme quand on utilise ChatGPT, quoi. C'est ça. Et pour cette tâche, on a surtout besoin de charger le modèle dans une mémoire gigantesque. Et là, les 288 gigas d'AMD détruisent littéralement la concurrence sur le TCO. D'accord. Donc on passe d'un monopole absolu de NVIDIA à une structure à 3 étages, NVIDIA pour l'entraînement, AMD comme roi de l'inférence, et un troisième niveau qui explose, les puces sur mesure développées en interne par Google ou Amazon. Ce qui nous ramène direct à notre problème fondamental de tout à l'heure. Même avec des architectures incroyables, il faut des usines pour les fabriquer physiquement. Et TSMC affiche complet. Ouais, plus de place. Du coup, c'est le moment rêvé pour une rébellion. Et c'est Intel qui tente le coup avec un pari technologique monumental, le nœud de gravure 18A pour leur futur processeur Panther Lake. Un pari super risqué. Ouais. Les sources détaillent 2 technos au cœur de cette contre-offensive, avec des noms tout droit sortis de la science-fiction, PowerVia et RibbonFET. Ces 2 innovations, elles essaient vraiment de repousser les limites de la physique. Prends PowerVia par exemple. Dans une puce normale, les câbles microscopiques qui amènent l'électricité et ceux qui transportent les données, ils partagent le même espace, au-dessus des transistors. D'accord, c'est mélangé. Ouais, c'est comme faire rouler des énormes camions-cisternes sur la même route que des Formule 1. Forcément, ça crée des interférences. PowerVia résout ça en alimentant la puce par l'arrière. Le réseau électrique devient souterrain, en gros. C'est exactement ça. Les transistors reçoivent un courant super stable et toute la surface du dessus est libre pour optimiser la circulation des données. Malin. Et le RibbonFET, ça vient compléter tout ça? Ouais, parce que plus on miniaturise les transistors, plus c'est galère de bloquer les électrons quand la puce est censée être au repos. L'énergie fuit de partout. Le RibbonFET, il change la forme du transistor en l'entourant de grilles de contrôle de tous les côtés, pas juste sur 3 faces. C'est une étanchéité parfaite à l'échelle de l'atome. Sauf que ces innovations, ça demande des investissements astronomiques. Pour consolider ça, Intel vient de sortir 14,2 milliards de dollars en cash pour racheter les parts de son usine en Irlande et en reprendre le contrôle à 100%.
C'est un move énorme. Mais attends, claquer 14 milliards alors que TSMC domine le marché de la tête et des épaules, c'est pas un peu suicidaire financièrement? C'est un vrai qui tout double. La survie de l'engrange fonderie en dépend. Et au centre de ce pari, il y a la machine la plus complexe jamais créée par l'homme, l'équipement de lithographie High-NA EUV fabriqué par les Néerlandais d'ASML. Sans prix? Environ 400 millions de dollars. Ouais, on se rend pas compte. Faut vraiment faire une pause là-dessus. 400 millions. C'est le prix d'un Airbus A380, un géant des airs qui transporte 500 personnes. Et là, tu payes la même somme pour une seule machine, de la taille d'un gros bus, dont le seul but est d'utiliser des flashs de lumière ultraviolette pour dessiner des circuits invisibles sur du silicium. C'est de l'ingénierie qui frôle la magie, carrément. Et le truc dingue, c'est que ça cristallise deux philosophies totalement opposées dans l'industrie en ce moment. Intel contre TSMC. Voilà, Intel s'est jeté sur ses machines ASML. Ils dépensent sans compter pour rattraper leur retard par la force brute avec le meilleur équipement possible. Alors que TSMC, de son côté, refuse catégoriquement d'utiliser le High-NA EUV avant 2029. Mais pourquoi refuser l'outil le plus précis du monde, s'ils ont les moyens de se le payer? Ils brassent des milliards. Par pur pragmatisme financier, en fait, TSMC estime que faire tourner cette nouvelle machine à 400 millions, ça coûte encore beaucoup trop cher pour être rentable. Leur stratégie, c'est de pousser leurs anciennes machines à la limite de la rupture physique. Ils font de la résistance, quoi. Ouais, ils utilisent des techniques de gravure multiples pour garder des marges de profit délirantes. TSMC gagne pas seulement grâce à la tech, mais par une maîtrise absolue des coûts opérationnels. Et cette technologie d'ASML est tellement puissante qu'elle redessine carrément la géopolitique mondiale. L'accès à ces machines, c'est devenu un pur enjeu de souveraineté. Au plus oui. Les documents montrent que face aux restrictions d'exportation américaines, qui visent à bloquer l'accès aux machines ASML, la Chine déploie des efforts monumentaux pour créer sa propre chaîne logistique. Les rapports sont super clairs là-dessus. Le développement en parallèle avance vite. Des entreprises locales comme SME pour l'impression ou Naoura pour la gravure affichent des vrais succès pour remplacer les équipements étrangers sur des nœuds de 28 nanomètres. Mais le plus frappant, ça vient des enquêtes de Reuters. Vu qu'ils ne peuvent pas acheter de machines EUV de nouvelle génération, l'industrie chinoise ferait preuve d'une ingénierie d'adaptation digne d'un épisode de MacGyver. Ah ouais? Le fameux prototype? Assembler des pièces disparates pour survivre à l'embargo, c'est ça. C'est ce qui est rapporté, oui. Un prototype de machine EUV aurait été assemblé en combinant et en modifiant des vieux composants issus de précédents systèmes ASML, ce qui était autorisé il y a quelques années. Une machine Frankenstein, en gros. C'est un peu ça. Bon, la productivité commerciale de ce prototype reste à prouver, mais l'objectif déclaré, lui, il est implacable. Ils veulent atteindre une autosuffisance totale pour produire des puces de pointe d'ici 2028 ou 2030, indépendamment des sanctions. C'est un effort colossal imposé par la nécessité. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire, la mémoire, le packaging CoWoS, la guerre des architectures, les usines géantes, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'avenir technologique de notre société est suspendu à un fil physique. Un fil très fragile, ouais. Que l'on attende un assistant virtuel hyper intelligent, des modélisations pour de nouveaux traitements médicaux ou des villes gérées par des systèmes autonomes, la limite, c'est plus l'imagination des développeurs. Les algorithmes sont là. Mais la magie logicielle est prise en otage par la réalité matérielle. C'est vraiment le paradoxe de la décennie. Si on n'arrive pas à fondre assez de silicium, si on n'arrive pas à empiler la HBM sans qu'elle surchauffe, ou à relier tout ça sur un pan microscopique, le progrès va s'arrêter net. Complètement. Le monde numérique, immatériel, n'a jamais été aussi dépendant de la physique brute et de la logistique lourde. Celui qui contrôle la manipulation de ces atomes de silicium, c'est lui qui va dicter la vitesse du progrès mondial. Bourse. Vas-y. Face à tous ces goulots d'étranglement, la chaleur du cuivre, la résistance électrique, le manque d'espace, Samsung explore une voie totalement radicale. Ah, la photonique. Ouais, ils viennent d'inaugurer une plateforme dédiée à la photonique sur silicium, les PIX. Les premiers tests montrent des transferts de données à 224 gigabits par seconde par voie. La solution pour dépasser le mur électrique, ce serait plus de graver plus petit, ce serait carrément d'abandonner l'électricité à l'intérieur de la puce pour la remplacer par de la lumière pure. C'est un changement de paradigme total. Remplacer les électrons qui chauffent par des photons qui circulent à la vitesse de la lumière directement dans le cœur du processeur. Si la chaleur du cuivre est la limite d'aujourd'hui, la froideur de la lumière sera la fondation de demain.
Construire des autoroutes de lumière au milieu d'un morceau de sable transformé, c'est juste fascinant. L'intelligence artificielle, ce nuage un peu éthéré qu'on perçoit comme un esprit magique, c'est finalement qu'une métropole microscopique bâtie grâce à du verre, du silicium et des lasers. Ouais, on redescend vite sur Terre. Exactement. Il va falloir garder les yeux rivés sur cette chaîne d'approvisionnement car c'est là, dans le silence de ces usines colossales, que notre avenir s'écrit réellement. Fin de notre exploration pour aujourd'hui et un grand merci de nous avoir suivis dans les profondeurs de cette matrice de silicium.